Merci à tous et bienvenue pour la suite de Regards croisés. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons évoquer la République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi a été désigné samedi 26 août par son parti Union pour la démocratie et le progrès social, candidat à la présidentielle de décembre prochain, c'est cette année. Quel bilan du premier mandat de ce président qui va donc briguer en second à la tête du pays? Prosper? Non, vous savez, moi je suis un des anti-systèmes démocratiques à l'européenne. Comme il est arrivé ce système qui est incompatible à nos mœurs, à nos valeurs culturelles, à notre philosophie africaine telle que implantée ne nous convient pas, et c'est la raison pour laquelle vous allez voir même que depuis l'instauration de cette démocratie, c'est soi-disant démocratie où il faut aller aux élections chaque 4 ans, chaque 5 ans, certains sont partis du septennat au quinquennat pour pouvoir nous flouer tout simplement leur conception même de la vie. Je crois que s'il y a un bilan à fournir, c'est que Tshisekedi n'a rien réussi. Tshisekedi est arrivé comme un pantin après une longue négociation avec Kabila, le fils, et il y a eu un accord tacite qui a été donc enfin confirmé, qui a été fait pour que celui-là vienne prendre le pouvoir. Il est venu en récompense à son père, qui devrait l'être après Mobutu. Donc je crois quand même que ce sont des négociations. Donc ces gens n'avaient pas une grande vision pour diriger un pays aussi vaste que 50 fois le Togo. Je crois quand même que pour moi, le bilan, il est tout sauf très bien. Et je pense quand même que on va toujours à volo par rapport à cette acceptation du dépôt de candidature. Vous avez vu au début avec un certain nombre donc je dirais tout simplement de cafouillage, le conflit avec Kagame, parce qu'il y avait le M23 qu'il fallait tout simplement annihilé, mais ça n'a pas été. Sur le plan économique, Tshisekedi n'a pas réussi grand-chose. Donc l'État est resté ainsi, la corruption a gangréné donc les militaires partout ailleurs. C'est la corruption. Quand vous écoutez comment on appelle, les commentaires sur les chaînes de télévision congolaise, vous allez comprendre que franchement nous sommes dans un jeu de chaise musicale où on prête la chaise à quelqu'un et après il part, l'autre le prend. Jusqu'à quand? Moi je me pose la question. Donc le dépôt de candidature, c'est un non-événement, c'est-à-dire qu'on savait que Tshisekedi après ce mandat va reprendre, enfin va comme on appelle, susciter un second mandat, et après peut-être on dira, et vous allez comprendre comment il a fait revenir donc ses anciens alliés qu'il a fait disparaître entre temps. Et puis voilà, donc je crois quand même que pour moi c'est un non-événement. Tshisekedi est là, la démocratie c'est de la nullité. Merci Fioclou. Félix Antoine Tshisekedi, désigné par son parti, l'UDPS, comme candidat à la présidentielle de décembre 2023. Un deuxième mandat pour le président. Quel acquis lui reconnaître déjà? Je sais qu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi, il a entamé des réformes sur le plan des sociétés minières. Il a attaqué la corruption. Il a doté les forces armées congolaises des moyens et a fait la promotion des fonctionnaires. En dehors de ça, le problème qui a miné son mandat, c'est le problème de la sécurité. Au niveau de Bukavu, au niveau de M23, il n'a pas pu tirer l'épingle du jeu. Il a sollicité
l'appui de l'Angola, l'appui du Congo, pour qu'on puisse discuter avec le protecteur de M23, M. Paul Kagame, mais ça n'a pas marché. La dernière fois, M27 devait se replier d'un site, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. À chaque fois que l'armée congolaise va au combat, il y a des défaites et la population civile en pâtit. Ce qui veut dire que le commandement, la chaîne de commandement et les soldats sur le terrain connaissent des problèmes. Peut-être que ce serait des problèmes de corruption, parce que j'aurais appris que les soldes et les équipements militaires les soldes ne sont pas payés réellement aux militaires sur le front et les équipements sont vendus. Et on arrête des fois des officiers pour ce genre de problèmes et il y a même des officiers qui jouent le double jeu. Ils sont dans l'armée régulière congolaise mais font le jeu du M23. Au niveau de l'élection présidentielle qu'on aura en décembre 2023, je pense que Félix Tshisekedi peut passer facilement parce que l'union sacrée de la nation congolaise est debout et Vital Kamerhe, son ancien directeur de cabinet, arrêté, jugé et libéré et qui est revenu aux affaires, son vice-président, son vice-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et d'autres leaders politiques issus du front de l'Union sacrée ont donné leur adhésion à M. Tshisekedi afin qu'il se présente comme leur candidat. Ce sont des alliés sur lesquels il peut compter le président sortant pour espérer décrocher un second mandat. À l'heure où nous sommes, on ne peut compter que sur des vrais alliés. Et ils l'ont démontré publiquement avec des déclarations qui soutiennent la candidature de M. Félix Tshisekedi. Qu'ils ne voient pas la raison pour laquelle on doit changer une équipe qui gagne. C'est pourquoi ils sont derrière lui. Louis Kamako, après un premier mandat, la question des conflits au Nord Kivu sera quand même un sujet sur lequel le président peut-être aura du mal à convaincre encore à nouveau les Congolais qui attendent toujours la paix dans cette zone du pays, n'est-ce pas? Oui, justement, parce que faire revenir la sécurité dans le Nord Kivu fait partie d'une des promesses tenues par Félix Tshisekedi à la veille de 2019. Mais malheureusement, cette situation-là devient toujours préoccupante. Il y a des armes qui continuent pas à crépiter là-bas à l'est du Congo. Quelqu'un disait tout à l'heure que c'est la faute en fait aux officiers qui en réalité sont des gens qui entretiennent loyalement et fidèlement ces conflits-là. Aujourd'hui, on note une succession longue de conflits politiques, de trous politiques qui font que la sécurité n'est pas toujours du mise en aide des Congo, notamment dans la région du Nord Kivu, comme je le disais tout à l'heure, et aussi le M23 continue toujours pas à prendre le monopole là, de cette partie de la ville. Donc sur le plan sécuritaire, je pense que c'est un fiasco. C'est un fiasco pour le président Félix Tshisekedi. Et donc je crois que c'est le moment du bilan, comme on l'a dit. La question que vous m'avez posée, c'est le bilan sécuritaire. Mais si vous voulez qu'on étende, la situation économique aussi ne l'avantage pas. C'est-à-dire qu'il a promis aux Congolais de résorber le taux de chômage, lutter contre la pauvreté. C'est vrai que les gens vont vous dire qu'aucun pays, aucun État ne saurait lutter efficacement contre la pauvreté, mais il y a des indices en réalité. C'est-à-dire que quelle est la capacité, quel est le pouvoir d'achat de tous un citoyen. Si vous vous basez sur ces notions-là, sur ces indices-là, vous allez découvrir à peu près le degré de pauvreté de chaque citoyen. Donc là-bas au Congo, la situation n'est pas aussi reluisante que ça. Et donc je crois que le bilan, comme je le dis, que ce soit sur le plan sécuritaire ou que ce soit sur le plan économique,
le bilan il est mitigé. Au-delà de ce que beaucoup de Congolais reprochent à Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est d'arriver à plutôt renforcer les institutions de la République qui vont l'aider à briguer un second mandat. C'est-à-dire que les gens pensent que durant tout son premier mandat, il a tout mis en œuvre pour que lorsqu'il va se représenter pour justement ce mandat, pour qu'il passe comme une lettre à la poste. Et donc aujourd'hui, vous allez voir que des soutiens lui viennent déjà de gauche à droite. C'est un travail de longue haleine qui a été fait. Et donc le côté social ou bien le côté économique n'a pas été mis en avant. Le président, il a travaillé pour lui-même et pour son entourage. Fiakou, mais pourquoi justement cette médiation engagée pour un calme dans le Nord Kivu a du mal à trouver des solutions? C'est ce que nous avons dit tantôt. Nous avons dit que les éléments des forces armées zaïrois ne sont pas... Les éléments des forces armées zaïroises ne sont pas loyaux. Il n'y a pas cette loyauté. Il n'y a pas cette disponibilité, puisque l'armée, c'est l'abnégation et la loyauté. Mais quand on leur donne des armes et des munitions, ils les vendent. On a dans l'Ituri, au Kivu, à Bukavu, on a tellement changé le commandement à telle enseigne qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Les colonels, les généraux sont dans ces genres de trafic, ce qu'on dénonce souvent. À chaque fois que l'unité de l'armée n'est pas sacrée, ça ne peut pas réussir. Parce que quand ils vendent les armes, quand ils bloquent les soldes des militaires sur le terrain, c'est pour quel intérêt? Peut-être que les hommes et ceux qui protègent le M23 en donnent plus. Au niveau des éléments des forces des Nations Unies qui sont en RDC, le président Félix Tshisekedi a demandé leur départ. La population civile est la première à réclamer ce départ parce qu'elle ne voit pas la raison pour laquelle les forces des Nations Unies se trouvent dans en même temps, l'armée régulière au même moment, ils oublient que les éléments des forces des Nations Unies sont des éléments de force de paix. Ce n'est pas une force combattante, mais elles viennent en appui aux éléments réguliers des forces armées congolaises. Il faut qu'elles fassent cette différence. Mais le problème, c'est que la discipline, la corruption, il y a l'indiscipline et la corruption qui gangrènent l'armée. C'est pourquoi dans le Kivu, à Bukavu et dans le Tchuri, on n'arrive pas à vaincre les quelques éléments des M23. Mais il n'y a pas que le M23, je pense qu'il y a d'autres groupes armés également. Dans la zone, il y a environ une quinzaine de groupes armés. Il y a les Ougandais qui ont les leurs, il y a le Rwanda qui a aussi ces éléments, tout juste à cause des richesses du sous-sol. Le Zaïre étant trop grand, ceux qui doivent être à la tête du commandement, arriver sur le terrain, compte tenu des gisements qu'on exploite illégalement, veulent s'enrichir et oublient qu'ils ont prêté serment pour la défense de leur pays. Or, la première raison d'un élément des forces armées, c'est défendre la patrie. Or, ils sont complices de l'affaiblissement de la patrie. En principe, tous ces généraux et colonels, officiers et hommes de rang qu'on arrête, on doit les passer par les armes pour que ça serve de leçon aux autres. Mais tel n'est pas le cas. C'est pourquoi M23, qui entre-temps a cessé d'exister, a automatiquement repris avec force. Là, il faut savoir que ça ne va toujours pas. Ce qui veut dire qu'il y a certains pays voisins qui ne veulent pas la stabilité du Grand Zaïre. C'est ça. Seul Mobutu a pu mettre la main sur ce pays. Et depuis, que ce soit Kabila père, Kabila fils, tout ça, ce n'est pas des accords secrets que Kabila fils a pu faire 2 ou 3 mandats en question. La République démocratique du Congo reste un des plus vastes pays de cette zone de l'Afrique et aussi important dans la région. Après un mandat, comment jugez-vous de l'influence du président Félix Tshisekedi sur le plan diplomatique, lui?
Non, sur le plan diplomatique, on peut dire qu'il a su au moins peut-être mettre fin avec certains contrats que famille Kabila a signé avec les pays occidentaux. Vous souvenez-vous que c'est la première alternance intervenue dans ce pays-là depuis 1960. Donc ça veut dire qu'il avait quand même hérité d'une patate chaude. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. On a eu qu'il a fait certaines sorties, il a fait certaines démarches envers la France et la Belgique et tout. Donc c'est des choses à saluer diplomatiquement. Mais aussi on a noté également que il a eu certaines formes de guéguerre avec le président rwandais et son numéro Joseph et en fait Paul Kagame, justement sur le plan sécuritaire, sur les crises ou bien les conflits du Nord Kivu. Donc je pense que diplomatiquement, c'est ce qu'on peut lui attribuer. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que beaucoup d'efforts restent à faire. C'est vrai que je l'ai dit, que la situation dans laquelle il est venu au pouvoir n'était pas facile, parce qu'à l'époque, il va falloir se débarrasser du clan Kabila dont l'aura plané surtout sur le pays. Il va falloir d'abord essayer de le mettre de côté, de mettre de côté et Kabila et son clan d'abord, et avant de justement faire face en fait au défi pour lequel il était là. Donc je crois qu'il a fait 5 ans. Les 5 ans là sont pour lui comme 5 mois. Il n'a pas pu faire grand-chose. Prosper, pour vous, durant ce premier mandat, quel président a été le Félix Tshisekedi? Bon, je crois que selon les sondages effectués par rapport aux institutions spécialisées dans le domaine, il semblerait que c'est seulement au niveau donc, de l'inspection générale que Tshisekedi a pu réaliser un semblant donc, de résultats positifs et que sa popularité n'est que grande dans le Kasaï. Vous savez qu'il est originaire du Kasaï. Quand on prend le Kasaï, vous savez... Il a été président de toute la RDC. La RDC, mais malheureusement, vous savez, depuis la colonisation, l'impérialisme, il y a cette fragmentation donc, de la société africaine érigée en clan, qu'on appelle en ethnie, c'est-à-dire que pour pouvoir nous diviser, le colonisateur a tout fait donc, pour pouvoir nous claniser. Donc, c'est ce qui veut dire tout simplement que quand vous arrivez en Afrique pour les élections, pour un président de la République, vous allez écouter les médias mensonges nous dire voilà, il est populaire dans son fief, voilà, c'est ce qu'on nous dit encore à partir de là que c'est dans le Kasaï oriental, dans le Lomami, tout ça là où il est populaire, mais que dans les autres contrées du pays, bon, il n'est pas là, nous ne disposons pas du baromètre nécessaire pour pouvoir jauger donc de la valeur afin de la popularité donc de ce monsieur, mais je crois quand même que dans la plupart du temps, il a été tout simplement une marionnette. Moi, je l'ai considéré comme il est grand de taille, un homme robuste, mais dans l'aspect psychologique, oui, je l'ai trouvé tout un peu pas aussi gargantuesque comme on peut le suggérer. Donc pour moi, il a été donc un président de plus, parce que moi je crois que tant que les systèmes dans lesquels les élections sont faites, le système dans lequel la gouvernance a été et continue d'être faite selon la volonté donc des Occidentaux, moi je dirais que on en appréciera les choses, mais elles n'auront jamais leur valeur telle qu'elle est, parce que tout se fait peut-être parfois par négociation. Donc pour moi, aujourd'hui, Tshisekedi, il est venu avec une grande ambition pléthorique, mais est-ce que nous ne pouvons pas dire que l'éléphant tant entendu est arrivé avec les pieds cassés? Tshisekedi fait partie quand même des jeunes chefs d'État cités sur le continent. Je voudrais ajouter que la République démocratique du Congo a des liens serrés avec la Belgique et la France, mais avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, il a noué de nouvelles relations, par exemple avec les États-Unis, la Chine, le Brésil et la Russie. Ce qui veut dire qu'au niveau des renseignements et des achats d'armes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il a reconnu effectivement que sur le plan sécuritaire,
il a des problèmes, c'est pourquoi on n'arrive pas à vaincre le M23. Et sur ce, il a pris les taureaux par les cornes pour acheter les équipements adéquats pour pouvoir aller jusqu'au bout, avant décembre 2023. La RDC est un pays à majorité catholique et c'est sous son premier mandat également que le pape François a effectué une visite historique dans le pays. Oui. Depuis toujours, même à l'élection qui a vu la défaite de M. Kabila, il y a l'Église catholique qui avait mis des observateurs qui ont donné les résultats et autres. Et depuis, il y avait eu un débat. Et d'après les observations des observateurs de l'Église catholique, ce n'était pas Tshisekedi Félix qui était le vainqueur. Et ça a été un problème. Mais comme on ne peut pas donner la patate chaude à celui-là qu'on ne connaît pas, on a jugé utile de faire venir le fils de tout-puissant opposant de Mobutu et autres, comme l'a dit M. Kamako. Sur ce point, je suis d'accord avec lui. Alors, messieurs, en vue de la présidentielle de décembre, des ténors de la vie politique congolaise, tel Vital Kamerhe ne sera pas candidat. Est-ce pour autant à dire que la voie est balisée pour Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat, ou est-ce il faudra redouter de challengers importants? Non, il y a des challengers importants qui se prononcent, mais comme nous sommes en Afrique, on prend des mesures nécessaires pour leur barrer la voie, tel que l'ancien président tout-puissant Mazembe, monsieur, j'ai oublié son nom. Comment non, le président de... Tout-puissant Mazembe, bien clair là. Il nous a tous eu, hein. Je cherchais bien. Non, c'est pas Bemba. D'accord, alors le nom va revenir, on va chercher en attendant. De toutes les façons, il y a d'autres prétendants qui sont là, mais l'un a vu un de ses proches tué dans la rue, l'autre a vu son chauffeur tué aussi, ce qui veut dire que les 3 mois ou bien les 2 mois qui restent là, ce serait une guerre atroce pour la préservation de son pouvoir. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, je parle de celui-là. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de mesures restrictives pour qu'il aille à ces élections, je penserais qu'il y aura un deuxième tour. Il n'y aura pas un premier tour de M. Félix Tshisekedi. Vous y voyez les choses de la même façon aussi? Oui, tout deux, je ne réponds pas à l'affirmative, parce que le doyen l'a dit, nous sommes en Afrique, hein, c'est-à-dire que quand un président se représente, il y a de fortes probabilités, il y a de fortes chances qu'il passe. Ailleurs, quand vous ne voulez pas le comprendre, le régime met tout en œuvre pour vous corser. On a vu ce qui se passe à côté au Bénin, où la dame Rekia Madougou a voulu justement outrepasser les choses, et on a trouvé des chefs d'accusation pour la caser quelque part. Donc pour Tshisekedi, ça va passer comme une lettre à la poste, je le disais tout à l'heure, surtout que quand vous avez des voix qui s'élèvent pour le soutenir. Et là, je pense que Corneille Nangaa, qui a été l'ancien président de la Commission nationale électorale du Congo, qui a d'abord été le premier à proclamer en 2019 Félix Tshisekedi comme vainqueur de la présidentielle, a tout récemment levé la voix pour dénoncer en fait les mauvaises pratiques de l'ancien temps, parce que lui aussi, il est candidat, il est probablement candidat, et il voit qu'à ce niveau-là, le jeu n'est pas équilibré. Le jeu n'est pas équilibré, il y a certaines formes de tricherie qui se profitent à l'horizon, et donc il était le premier justement à monter au créneau pour dénoncer ce genre d'injustice. Mais comme je le dis, Félix Tshisekedi, c'est lui en réalité en guillemets qui organise l'élection, et je ne pense pas qu'il va organiser ces élections-là pour le perdre, surtout que je disais tout à l'heure que beaucoup de Congolais l'accusent de vouloir renforcer les institutions de l'État pour pouvoir briguer un second mandat. Et donc, il n'y a pas match. Moïse Katumbi est de retour à Kinshasa, c'est une popularité à craindre, n'est-ce pas? Non, mais Katumbi a toujours eu cette popularité, a toujours une cote de popularité très importante au Congo. Mais c'est-à-dire que quand vous prenez en fait les régimes comme celui du Congo,
le pouvoir, ou bien la prise du pouvoir se décide ailleurs. Le pouvoir ne se donne pas à tout le monde. Quelqu'un disait tout à l'heure que compte tenu de la manière dont Kabila a dirigé le pays pendant un bon moment, on ne peut pas justement le faire succéder par quelqu'un qui ne connaît pas assez le système. Donc il va falloir qu'on y mette quelqu'un qui va peut-être camoufler tout d'abord les choses. C'est pour ça que Félix Tshisekedi était candidat. On a vu les contestations qui ont eu lieu au lendemain de ce scrutin-là. On a vu les sorties intempestives en fait de l'Église catholique, qui parle du Congo, parle de l'Église catholique. Oui. Voilà, donc on a vu comment cette institution-là a dénoncé les magouilles qui se faisaient à l'époque à la CENI et tout. Donc ça veut dire que magouille il y en a, tricherie il y en aura. Et donc quand c'est comme ça... Et il faut dire tout simplement que tout ça là, c'est des choses institutionnalisées. Voilà. Vous voyez à peu près, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question à se poser. Non, les résultats sont joués à l'avance et on ne peut pas continuer de demander la charité à l'hôpital. Mais l'enjeu, c'est aussi d'éviter des magouilles et le continent, des élections claires et transparentes. Non, il n'y en aura jamais. C'est-à-dire le système pratiqué, adopté, ne favorise pas cela. C'est-à-dire qu'on est dans l'obscurantisme. C'est-à-dire qu'on vient tromper le peuple. On pense qu'on peut faire des élections claires, transparentes, mais les choix sont faits ailleurs. Transparentes sur le continent, on peut y croire ou pas? Non. Vous êtes unanime sur... Oui, bien sûr. Plus que ça, c'est une réalité qui se pose. J'ai souvent dit sur ce plateau que celui qui est au pouvoir fait tout pour y rester. Ouais. Et l'opposant fait tout pour venir. Avant qu'il ne vienne, il faut que celui-là qui est au pouvoir sache que il y a un ordre à respecter, etc. Et je vous ai donné tout à l'heure, je vais donner le cas de l'Angola et le cas de la Mauritanie. Quand l'autre, Lorenzo, l'ancien ministre, a pris la place du président angolais, de Santos, qu'est-ce qui est arrivé? Il a attendu 6 mois après, il a commencé par apprendre les gens. Au niveau de la Mauritanie, quand le nouveau président est arrivé, il a attendu 2-3 semaines, il a arrêté le président qui lui a passé la main. C'est comme ça. Et ce que le peuple demande au président une fois élu, c'est aussi la justice sociale. Il y a aussi la justice sociale qui doit préserver. Qui doit être préservée en ce sens que ce sont les inégalités, les injustices, les indisciplines dans certains domaines qui créent les tensions. Il y a des aigris et tout ça amène aux tensions. Quand on dit qu'au Burkina, il y a des djihadistes, dans les djihadistes là, il y a des Burkinabés. Au Mali, il y a des Maliens. Au Niger, il y a des Nigériens. Donc, pour éviter tout ça, c'est pourquoi on dit toute société qui vient dans un pays pour une usine, pour l'exploitation d'une usine, doit d'abord mettre des ouvrages sociaux collectifs au profit du village en question et investir dans le pays. Il y a des gens qui créent des usines, par exemple à Tchévier, et que les gens qui viendront travailler dans ces usines viennent de Lomé ou bien viennent de Tablibo. Les autochtones ne sont pas concernés. Ça crée des frustrations, ça crée des tensions. Et au niveau des élections, je ne peux pas affirmer là où je suis que la transparence est de mise chez nous en Afrique pour le moment. Pour le moment. Lui Kamako, pour terminer sur le sujet... Non, mais pour terminer, c'est ce que dit le joint, la transparence n'a jamais été de mise, et c'est malheureusement, c'est une loi non inscrite. Hein. Et donc, ailleurs où les gens ont fait juste un seul mandat, ça veut dire qu'ils ont fait la volonté du peuple. C'est ça. Quand vous faites la volonté du peuple, on vous sanctionne. Parce que les gens sont là, surtout que nous sommes en... Je dis que tous ceux qui sont là, c'est des gens qui protègent l'intérêt de l'Occident. Donc, quand vous protégez l'intérêt de l'Occident, souffrez que vous soyez applaudi par l'Occident. Et du coup, puisque c'est l'Occident qui décide, mais quand vous servez votre peuple, vous devez être dégagé parce que vous n'avez rien foutu pour... Heureusement qu'au Niger, le colonel, le général... Justement, a essayé. Voilà, sonner l'affaire à la récréation. C'est terminé. Vous voyez les élections législatives de Côte d'Ivoire, début septembre, il y a beaucoup de contestations. Mais la Cour a dit non, que toutes ces contestations sont rejetées, toutes ces plaintes, ces doléances sont rejetées. Point. Il y a personne d'autre qui puisse réagir. On va y arriver un jour. Merci à tous. On va marquer la deuxième pause. On se retrouve après pour évoquer cette fois-ci le Sénégal.